Bonjour Gérard. Bonjour. Nous sommes devant les locaux de Sweet Home à Cabourg. Tu es artiste plasticien et maître des jeux optiques. Parle-nous de ton parcours artistique et comment es-tu passé d'un univers à l'autre? Au départ, je n'étais pas du tout plasticien, j'étais magicien. Dans le répertoire des magiciens, il y a ce qu'on appelle les carrés magiques. C'est un peu comme un sudoku, il y a un carré, il y a des cases, on met des nombres. Tous les nombres sont différents, mais on obtient curieusement le même résultat. Et puis me vient l'idée comme ça un peu saugrenue de dire de mettre autre chose que des nombres, je vais mettre des couleurs. Et il faut savoir qu'en informatique, il y a 16 700 000 couleurs différentes. J'ai fait un carré magique avec ces valeurs informatiques et j'ai mis les couleurs correspondantes. Je mets ça sur internet comme ça complètement par hasard et il s'avère que je reçois des tas de réponses, des tas de messages qui me disent vous savez ce que vous avez fait? Je dis bah oui, un carré magique. Je dis mais vous êtes le premier à avoir fait un carré magique par édition de couleurs et il paraît que ça n'existait pas avant. On me propose de me l'acheter, donc un chercheur au CNRS en mathématiques, et je dis oui mais il n'y a pas de tableau, donc je dis je vais la faire imprimer, je ne connaissais rien du tout à ce milieu-là, et puis des galeristes me contactent, je fais une première exposition au musée des Ursulines à Mâcon, qui est référencé comme musée de France. Un deuxième galeriste m'appelle aussi, il me fait faire une exposition à Paris. Ça commence comme ça, je ne connaissais absolument rien à ça. Bon, il s'avère qu'en fait, j'ai été pratiquement le premier à utiliser mes connaissances de magicien pour en faire autre chose qu'un spectacle sur scène et faire un petit peu comme un spectacle, mais un spectacle qu'on accrocherait au mur, avec des tableaux. Quel genre d'interprétation a notre cerveau face à tes créations? On peut avoir l'impression, l'illusion que les tableaux bougent alors qu'il n'y a aucun mécanisme. C'est simplement le cerveau qui n'interprète pas ce qu'il y a de présent dans le tableau. J'envoie des informations qui se contredisent. Et le cerveau de celui ou de celle qui regarde ne peut pas comprendre ce qui se passe et essaie de rétablir les choses. Et quand ça bouge, on a l'impression que ça bouge parce que le cerveau essaie de remettre ça en place et il ne peut pas y arriver. Alors il y a d'autres tableaux, on les voit disparaître. C'est-à-dire qu'en regardant la toile pendant 6 secondes, au bout de 6 secondes, on ne voit plus rien. Ça revient évidemment, mais on a l'impression qu'il n'y a jamais eu rien d'imprimé dessus. Je joue aussi beaucoup avec les couleurs. Le cadre qui entoure l'œuvre peut changer la vision qu'on a de la couleur. Si je fais deux monochromes identiques en fonction de la couleur du cadre que je vais mettre autour, on va avoir l'illusion de voir deux tableaux différents, deux monochromes différents. Quels sont les styles d'illusion que tu as revisités dans tes œuvres? Par exemple, le principe de Poggendorf, on a une ligne oblique et on la cache en partie par un rectangle, un carré ou un cercle. Et à partir de ce moment-là, se produit une illusion qui fait qu'on n'a plus la continuité de cette ligne oblique, mais on la voit un petit peu décalée. C'est la réalité. Mais si je présentais ça, on penserait que je me suis trompé et que j'ai fait une erreur parce que la ligne n'est pas dans la continuité. Mais pour pas qu'on me pose cette question, est-ce que vous vous êtes trompé? J'ai truqué la réalité et cette ligne, il a fallu que je la double pour donner l'illusion qu'elle soit dans la même continuité. Il en faut donc deux. Ce qui revient à dire, il faut truquer la réalité pour qu'elle nous paraisse vraie. On peut se demander pourquoi l'artiste nous présente une chose qui paraît complètement banale, parce qu'il n'a pas la question n'est pas là. Pour moi, le discours est très important dans une œuvre, mais une fois qu'on sait pourquoi il y a ça, et qu'on donne l'explication sur un deuxième tableau qui donne l'explication, on se dit « Ah oui, d'accord, là je comprends plus rien ». Une vieille illusion d'optique qui avait été un petit peu oubliée, qui s'appelle l'illusion de Canisa, à 3 morceaux de cercle dans lequel il en manque une partie, et ce qui permet de mettre un triangle. Donc j'ai travaillé sur cette illusion. Déjà, je l'ai fait avec un carré, donc j'ai 4 coins et 3 quarts de demi-cercle. Le plus important, c'est que je les ai rendus flous. Et le fait de les rendre flous fait que ce carré que l'on voit et qui n'existe pas en premier plan, il est encore plus présent. Et là se produit, mais j'avais pas prévu, le phénomène persistance rétinienne, c'est-à-dire que la partie qui manque au cercle, on a l'impression, l'illusion de la voir à travers ce carré. Et on arrive donc à un raisonnement complètement absurde, mais hyper intéressant, c'est qu'on voit quelque chose qui n'existe pas à travers quelque chose qui n'existe pas non plus. Je voudrais parler aussi d'une autre illusion qui s'appelle la grille d'Hermann. À partir du moment qu'il y a deux lignes qui se croisent, en fonction des couleurs, il y a des petits points qui apparaissent. Alors j'ai modifié cette grille pour la rendre encore plus visible. Et donc il y a des petits points blancs comme ça qui apparaissent mais qui n'existent pas. C'est votre cerveau qui construit ces petits points blancs. Et là je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passerait si parmi ces points qui n'existent pas, je mettais des points qui eux existent vraiment? Il y a 11 points blancs, vous ne pouvez en voir que 2 à la fois. Et pourquoi vous ne pouvez pas les voir? Parce que se produit ce phénomène de la grille d'Hermann où il y a des petits points qui vont apparaître qui eux n'existent pas et qui vous empêchent de voir ceux qui existent. C'est-à-dire qu'on voit mieux ce qui n'existe pas que ce qui existe. Alors j'ai essayé avec plein de couleurs différentes et puis je suis arrivé à ces deux couleurs, ce violet et ce vert. Et là,
curieusement, les 11 points blancs, vous les voyez tous en même temps. Et pourquoi là, vous les voyez tous en même temps et que sur les autres, vous ne les voyez pas? Alors ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un scientifique qui m'a expliqué ça. Parce que la longueur d'onde de la couleur verte et de la couleur violette sont pratiquement semblables et ce phénomène d'Hermann ne se produit plus. Donc c'est bien la preuve que c'est ces points qui n'existent pas qui cachent la vision de ceux qui existent. Parmi tous ces styles, y en a-t-il un qui sort du lot à tes yeux? Peut-être le premier, le carré magique, c'est ce qui m'a permis de faire tout ça. L'illusion de Canisa, j'aime bien aussi, peut-être qu'on peut encore aller plus loin. La grille d'Hermann, celui-là aussi qui est assez étonnant, là, qui est plutôt basé sur les formes. On est d'accord pour dire que la surface bleue et la surface rouge sont rigoureusement identiques. Il n'y a pas de problème s'ils sont superposables. La surface blanche est superposable à la surface bleue et à la surface rouge. Ça paraît impossible. Et pourquoi ça marche? Sur ce tableau, tout se trouve sur un même plan, mais il y a à la fois une fausse perspective qui fait que le cerveau n'est plus capable de comprendre et ne peut pas imaginer que la surface blanche est rigoureusement identique et superposable aux deux autres. Les Z, deux Z, on est tous d'accord pour dire qu'il y en a un grand et un petit. Eh ben non, les deux Z sont rigoureusement la même dimension. Et c'est prouvable. En fait, chaque Z est composé de 3 segments rigoureusement identiques. Donc on peut les positionner de différentes façons et la façon dont je les ai positionnés trompe le cerveau de celui qui regarde. Où peut-on retrouver tes œuvres et te rencontrer prochainement? Bon, il y a des endroits où on ne peut pas les voir puisqu'ils sont rentrés dans des collections particulières. On peut en voir une au musée Grévin qui est basée sur l'effet Troxler qui permet de faire disparaître ce qu'on voit. Dans le hall d'entrée de l'Adami, il y en a une au musée de la magie, la maison Robert Houdin à Blois, qui est pareil, une œuvre qui donne l'illusion de bouger et qui représente un portrait de Georges Méliès. Il y a eu aussi l'Opéra National de Paris qui m'a demandé l'autorisation d'utiliser 2 de mes œuvres pour les mettre dans un programme. Donc ce programme, il existe toujours. Il y a aussi sur France 5, il y a une de mes œuvres qui est passée dans une émission sur France 5, dans un des catalogues Drouot, puisque j'ai été vendu à Drouot, l'IUSA, qui est l'école, l'Institut d'études supérieures en art, qui forme les futurs galeristes, commissaires d'exposition, directeurs et directrices de musées, où j'ai exposé chez eux. Dernièrement, j'ai exposé dans la région. C'est la première fois que je faisais ça, une exposition privée chez Claude Lelouch. Les prochaines choses, c'est à Paris, le IA, Young International Art Fair, et c'est en octobre. Je voudrais faire une exposition sur la couleur jaune, c'est-à-dire que toutes les œuvres présentées, le public verra du jaune, alors qu'il n'y aura pas la moindre touche ou d'encre jaune dans aucune des œuvres. Avec la Galerie des Sens, là donc à Caen, on est en train de mettre ça en place, un catalogue qui va reprendre toutes les œuvres que j'ai faites, donc je ne sais pas combien va faire le livre. Quelles sont les autres activités artistiques que tu pratiques? En magie, j'ai fait pas mal de bouquins pour les magiciens. Comme j'ai écrit beaucoup pour d'autres magiciens, je suis notamment l'auteur de ce magicien très médiatisé qui s'appelle Éric Antoine. Je travaillais pour Kamel aussi, le magicien, quand il était au grand journal de Canal+, et puis pour d'autres magiciens également, quoi. Je travaillais pour des humoristes aussi, j'ai écrit des textes. J'ai fait du dessin de presse, rien à voir avec ça. Et de la BD aussi, j'ai écrit des chansons. As-tu une anecdote liée à ta passion? Pas par rapport à l'art contemporain, mais qui est plutôt à la chanson. Parce que pendant une période de ma vie, j'ai écrit des chansons, mais comme ça, juste pour m'amuser. Et une des toutes premières que j'écris, je l'ai mis sur Internet. Et il y a un très grand chansonnier qui a un talent formidable, qui s'appelle Serge Gado, écrit dans les commentaires, on dirait du Pierre Perret. Ouais, ça me fait bien plaisir, voilà. Mais peu de temps après, je reçois un mot de Pierre Perret à la maison en me disant « Ah, c'est super ce que vous écrivez, vous devriez continuer ». Sans s'y attendre, je soupçonne que Pierre Perret a dû taper lui-même son nom sur Internet et a pu lire ainsi ma chanson. Voilà. Merci à Sweet Home de nous avoir accueillis et merci à toi Gérard d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Merci à toi et à ta collègue de cette interview qui s'est fort bien passée et je suis ravi d'avoir fait.